Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Tunisie, le vainqueur de la présidentielle Béji Caïd Essebsi sera investi ce mercredi à la présidence après avoir prêté serment devant le Parlement. Le pays entrera ainsi dans la période post-transition qui, nous le verrons, regorge de défis tant sur le plan politique qu'économique. Plus d'hommes et de logistique en République centrafricaine. Les 10 000 hommes de la MINUSCA seront déployés début 2015. Une pleine capacité qui permettra d'assurer la sécurité et permettre d'aller résolument vers la paix et la réconciliation nationale. Et enfin, 2014 tire sa révérence pour laisser place à une nouvelle année certainement riche en événements. Nous verrons que c'est le cas en Côte d'Ivoire où la population espère voir la poursuite des avancées, notamment sur le plan économique. Mais avant de développer ces titres, le tribunal ordonne le retrait de la candidature de Laurent Gbagbo. En Côte d'Ivoire, la justice a rejeté ce lundi 29 décembre la candidature de l'ex-président à la tête de son parti, le Front populaire ivoirien. L'argument principal avancé est l'exigence d'une demande manuscrite qui ne figure pas dans le dossier de candidature de ce dernier. La défense a d'ores et déjà indiqué qu'elle interjetterait appel. Une telle procédure qui sera suspensive et repousserait de 1 ou 2 mois la tenue du 4e congrès du Front populaire ivoirien. Alors, comment a été accueillie cette décision au sein du parti? Élément de réponse avec Alafé Wakili, directeur de l'intelligence d'Abidjan. Au sein du FPI, c'est clair qu'il y a le groupe d'Affinissant qui a applaudi, qui a estimé que la justice a dit le droit, parce qu'il était question de voir si les textes internes au FPI ont été respectés. Et la justice a dit que la norme consistant à demander entre autres une lettre manuscrite n'est pas dans les textes du FPI. Mais lorsque le comité d'organisation a proposé cette procédure-là, le comité de contrôle l'a entériné. Le comité de contrôle a validé cette procédure. Donc, il fallait qu'il y ait une lettre manuscrite pour pouvoir valider la candidature de Laurent Gbagbo. Cette lettre manuscrite étant absente, il faut rejeter la candidature. Ça a été accueilli de façon positive par les partisans d'Affinissant. Bien entendu, ceux qui sont dans la logique de Gbagbo ou rien sont totalement mécontents. Pour eux, Affinissant est allé trop loin. Maintenant, entre les deux camps, il y a quelques modérés, quelques observateurs qui proposent toujours que les deux parties s'asseyent pour discuter, pour trouver une solution en interne et échapper à la justice ivoirienne. Les chantiers qui attendent Béji Caïd Essebsi sont nombreux. Le nouveau président de la Tunisie sera intronisé le mercredi 31 décembre et ce ne sont pas les dossiers qui manqueront sur son bureau. Il s'agit notamment des domaines sensibles tels que la sûreté nationale, la défense et les relations extérieures ou encore l'économie, comme nous l'explique Christelle Ndayabaya. C'est la date du mercredi 31 décembre 2014 qui est finalement retenue pour la prestation de serment du nouveau président tunisien, Béji Caïd Essebsi. Aucun recours n'a été présenté au tribunal administratif jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dimanche 28 décembre 2014. À cela s'ajoute la proclamation officielle et définitive des résultats du second tour de l'élection présidentielle ce lundi par l'instance supérieure indépendante des élections. De vastes chantiers attendent le nouveau président tunisien. Il s'agira essentiellement de relever économiquement le pays et surtout faire face à la flambée des attaques terroristes. Les enjeux pour lui vont être absolument colossaux. Le chômage est galopant, la balance commerciale est désastreuse, les réserves en devises sont absolument calamiteuses et donc il y a besoin de redonner de la confiance, ne serait-ce qu'au plan économique. Au plan de la sécurité, c'est-à-dire que c'est un pays qui a une armée complètement déliquescente, une police qui n'est plus capable de maintenir de l'ordre et puis en définitive une population qui n'a plus peur et donc n'obéit plus. Il y a besoin de restaurer cette confiance-là. Au plan international, les enjeux sont là encore importants. La Tunisie a totalement disparu de la scène internationale, maghrébine, méditerranéenne ces dernières années. Autre défi à relever, préserver l'unité nationale. Béji Caïd Essebsi a été élu au second tour de l'élection présidentielle tunisienne avec 55,68% des voix. Par ailleurs, avant de prêter serment et devenir officiellement le président de tous les Tunisiens, Béji Caïd Essebsi devra démissionner du parti Nida Tounes dont il est le président.
En République démocratique du Congo, la session extraordinaire du Parlement a ouvert ce samedi 27 décembre jusqu'au 26 janvier. Les députés doivent examiner notamment des projets de révision de la carte électorale, mais aussi de la loi électorale. Un projet qui divise l'Assemblée puisqu'elle pourrait venir modifier la législation actuelle sur l'organisation des élections présidentielles et législatives. L'opposition redoute que les autorités en profitent pour lever les dispositions légales qui empêche le président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat en 2016. Écoutons à ce propos Freddy Kita Bokusu, secrétaire général de la démocratie chrétienne. Le pouvoir de M. Kabila est aux abois, raison pour laquelle il cherche à tout prix à contourner l'article 220 qui limite le mandat présidentiel. Comme vous le savez, on a dénoncé plusieurs fois la volonté du pouvoir en place de changer la Constitution. Comme il y a eu trop de pression, maintenant ils veulent contourner en mettant en place l'ONIP, donc l'Office national d'identification. Et là maintenant, ce qui est vraiment dommage, ils ont convoqué une session extraordinaire de rien du tout pour proposer quelques modifications concernant la loi électorale que nous jugeons d'ailleurs de nul et de sans effet parce que nous sommes allés en 2011 aux élections. M. Kabila, à chaque fois qu'on s'approche vers les élections présidentielles ou générales, il cherche toujours à modifier la constitution ou la loi électorale pour son avantage. La MINUSCA atteindra 10 000 hommes au premier trimestre 2015. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine sera ainsi dans sa pleine capacité opérationnelle. Parallèlement, la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, appelle à l'accélération du processus de sortie de crise. Birama Saounera. Multidimensionnel intégré des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine atteindra 10 000 hommes au premier trimestre 2015. Ceci permettra à la MINUSCA d'atteindre sa pleine capacité opérationnelle dans ce pays, en proie à un conflit armé depuis plus d'1 an. Déployée en septembre dernier avec pour mission de consolider la paix fragile que connaît le pays, la force militaire onusienne compte bien aller au bout de sa mission. Les perspectives sécuritaires pour 2015 seraient encourageantes à condition que les responsables hiérarchiques des groupes armés encouragent leurs combattants sur la voie de la paix. Nous aurons à partir du début 2015, à l'horizon février-mars, la totalité de nos forces. Quelques 10 000 hommes prêts seront à l'œuvre. Cette pleine capacité nous permettra d'assurer pleinement la sécurité et surtout de suivre les conclusions qui seront prises lors du forum de Bangui afin de permettre à chacun d'aller résolument vers la paix et la réconciliation. La montée des violences inquiète les dirigeants en République centrafricaine. C'est la raison pour laquelle ils appellent à une accélération du processus de paix et de réconciliation. Nous devons accélérer le processus de sortie de crise dans notre pays. Nous devons résolument avancer sur les questions de sécurité et de justice. En dépit des améliorations enregistrées, la situation sécuritaire reste précaire. Ainsi qu'en témoignent les incidents survenus à Bangui au mois d'octobre dernier et ceux déplorés dans plusieurs de nos localités ces dernières semaines. La communauté internationale qui nous accompagne attend surtout de nous des signaux forts sur les questions politiques et institutionnelles, notamment en ce qui concerne le processus du dialogue national inclusif. Pour trouver une solution à la crise politico-sociale que traverse le pays, un forum est prévu en début février 2015 à Bangui. Cette rencontre devra concrétiser les accords de cessation des hostilités de Brazzaville et constituera une étape indispensable avant les élections de 2015. Après la crise sociopolitique qui a touché le pays pendant près d'une décennie, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un vaste mouvement de réformes qui semble porter ses fruits. En témoignent les taux de croissance atteints depuis 2012 qui tendent vers les 10%. Les précisions de Kessie Webi-Martel. Au plan économique, la Côte d'Ivoire enregistre des résultats satisfaisants avec un taux de croissance pour 2014 prévu à 9%. C'est dans cette dynamique que le budget 2015 a été établi à 5 000 milliards de francs CFA. Un tiers de ce dernier sera d'ailleurs consacré à l'investissement et à la réduction de la pauvreté. Le budget 2015 prévoit une dotation de 164,6 milliards de francs CFA pour l'agriculture,
notamment à travers les subventions pour le secteur coton, la filière risicole, et une dotation de l'ordre de 13 milliards de francs CFA a été inscrite spécifiquement pour des dépenses ciblées sur l'emploi. La Côte d'Ivoire figure parmi les top 5 des pays au taux de croissance le plus élevé au monde. Dans l'objectif de passer à une croissance à 2 chiffres, de grandes infrastructures économiques sont sorties de terre en 2014. Au premier rang, le pont Henri Konan Bédié, inauguré le 16 décembre dernier. D'un coût de 152 milliards de francs CFA et long de 6,7 km, ce pont devrait permettre de désengorger la capitale économique ivoirienne. Le troisième pont étranger, précisément, ça nous arrange bien. Parce que quant à moi, si la route est bien faite, ça nous donne davantage de clients et notre activité, ça va beaucoup marcher. Pour aller plus loin, la Côte d'Ivoire ambitionne également de dynamiser l'un des piliers de son économie nationale, le secteur cacao. En plus de sa position privilégiée dans la production, la Côte d'Ivoire entend mettre tout en œuvre pour se hisser à la première place dans le domaine de la transformation de la matière. Le pays a annoncé qu'elle achèterait 70 à 80% de la récolte anticipée afin d'assurer la stabilité de ses revenus et de ceux des planteurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.